Au point. Nous saluons nos deux nouveaux invités autour de cette table. Pauline Legnaud, bonjour, chef d'entreprise, cofondatrice du joaillier en ligne Gemio. Tout à fait. Et Thierry Amouroux qui nous a rejoint, secrétaire général du syndicat des infirmiers. On parlait beaucoup du... Il y a toujours Michael Darmon et son livre. Et toujours Natacha Polony, bien sûr. Oui, mais d'abord le livre de Michael. Je ne vous représente pas, excusez-moi, quelle négligence. Quelle négligence. Espérons en tout cas qu'Emmanuel Macron, et on l'a vu avec Amélie Carrouet, entendu, apporte des réponses. On attend du concret. On attend de l'explication, de la pédagogie, disent certains, peut-être des évolutions, des infléchissements. Est-ce que c'est votre cas, Thierry Amouroux, de la part du chef de l'État tout à l'heure face à Jean-Pierre Pernaut ? Eh bien, oui, parce que depuis plusieurs années, l'hôpital connaît une baisse des moyens. Oui, ça n'a pas commencé sous Emmanuel Macron. Voilà, mais ça augmente, là, avec son arrivée, que ce soit dans les hôpitaux, et on voit les gens qui meurent sur des brancards dans les urgences, faute de lits pour accueillir les personnes, faute de personnel suffisant pour recevoir tout le monde. On voit dans les EHPAD, avec la convergence tarifaire, le fait qu'il y ait de moins en moins d'argent pour les EHPAD publics, qu'on en arrive à des situations monstrueuses pour nous, qui entraînent une telle souffrance. Il y a quelques jours... L'objectif de dépenses, des dépenses hospitalières est plus important que sous Marisol Touraine, hein. Alors, objectivement, je pose une question, je donne des chiffres. Hein. Oui, les besoins de l'hôpital, vu le coût des médicaments, le coût de l'imagerie, etc., c'est 4% par an. L'Ondam est de 2% par an, la moitié. Donc, chaque année, il faut faire des économies. Oui, mais enfin, quand vous dites qu'il y a une baisse des moyens, je rectifie les chiffres. Ça avait été l'objet d'un échange, et on va le revoir ensemble. Oui, il y a quelques jours à Rouen, avec, vous allez me donner votre avis, on va le revoir ensemble. Avec plaisir. Entre une infirmière, justement, une de vos consoeurs, si je puis dire, et Emmanuel Macron au CHU de Rouen. Regardons ensemble. Moi, ce que je dois à tous nos concitoyens, c'est d'investir, mais d'investir aussi en faisant les bonnes réformes, ce qu'on fait partout. Oui. Donc vous pouvez compter sur moi. Mais pour ça, il faut bouger. Et comme partout. Il faut et comme bouger, partout, voilà. Là, ça bouge beaucoup dans le pays. Il y a beaucoup de salariés qui sont mécontents. Parce qu'il y a des coupes budgétaires dans tous les services publics. Bonjour, mesdames. Faites-moi confiance, c'est qu'il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. Du mépris, dites-vous, au sujet d'Emmanuel Macron, sur cette séquence-là en tout cas ? Tout à fait. Au niveau du personnel soignant, on a très mal réagi par rapport, y compris à l'attitude de la ministre qui lève les yeux au ciel en pestant. Non, enfin, il faut bien comprendre. d'Agnès Buzyn. Agnès Buzyn qui est juste derrière. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on voit la réalité des choses. Nous, on est des soignants. On est là pour faire le bien. Et on se retrouve en EHPAD. Et les politiques sont là pour faire le mal. Vous prenez des décisions comptables sans voir la traduction dans la réalité quotidienne. C'est-à-dire quand on est infirmière et qu'on est face dans un service à 2 urgences vitales, on doit faire un choix et vivre avec ça. Voilà, c'est ça notre vécu. C'est pour ça qu'il y a des suicides de soignants. C'est parce que, y compris dans les EHPAD, on se retrouve dans des situations d'indignité. Nous sommes des gens humains. On veut accompagner au mieux les personnes et on n'a pas les moyens parce qu'on est très peu de personnel. On est moitié moins de personnel qu'en Allemagne. 0,6 agents, alors qu'en Allemagne, ils sont à 1,2 agents par patient. Donc, on n'est pas dans des idées idéalistes. L'Allemagne, il y a plus de personnes âgées qu'en France. Donc, et pourtant, les si dépenses eux peuvent le sociales sont faire, plus élevées en France qu'en Allemagne. Vous lui reprochez une forme de déconnexion, finalement, c'est ça, Emmanuel Tout à Macron ? fait. Pauline Legnaud, est-ce que vous partagez ce constat ? Pour vous, un président déconnecté de la réalité, de problèmes concrets des Français ? On parle beaucoup des retraites, du pouvoir d'achat et de bien d'autres sujets.
je dirais peut-être pas ça non plus. Enfin, je veux dire, clairement, tout le monde se demande si Emmanuel Macron n'est pas le président un peu des élites, le président des financiers, des grands groupes, etc. J'ai quand même vu à l'échelle de ma petite entreprise des choses qui ont été faites. Alors, c'est pas encore gagné, mais qui améliorent les choses. Par exemple, on a parlé du plafonnement des indemnités prud'homales. Ça, en fait, ça va être pas les grands patrons, ça va être des petites boîtes comme la mienne. On est 30 salariés. En fait, tout simplement, quand vous avez un salarié qui a dû être licencié pour une raison X ou Y, si jamais vous êtes ensuite en prud'homme et que on vous reproche des choses qui ne sont pas forcément la réalité et que vous pouvez payer potentiellement quasiment 2 ans de salaire de cette personne. Mais là, vous savez combien ça va vous coûter. Exactement. Et là, maintenant, en fait, on sait. Donc, en fait, ça nous permet d'anticiper, ça nous permet de beaucoup mieux gérer les choses. Donc, je ne dirais pas que non plus, il est au niveau, en tout cas, de l'entreprise. Je pense qu'on l'a déjà dit, David Pujadas l'a dit tout à l'heure, il a quand même une vision assez claire. Et pour les petites entreprises, malgré tout, il y a quand même des choses qui ont été faites. Pour les grandes également aussi. Après, je ne me permettrai évidemment pas de dire ça sur le domaine hospitalier que je connais beaucoup moins bien. Michaël Darmon. Moi, ce qui est intéressant dans les séquences régulières qu'on a, et notamment la dernière avec le personnel soignant, on l'avait vu également avec les retraités, c'est au fond une question aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est la question de l'empathie. Et peut-être aujourd'hui va-t-il devoir la traiter à travers son entretien. Parce que ce que l'on voit, à chaque fois qu'il est confronté à des gens, des Français qui viennent lui reprocher ou qui viennent expliquer ce qu'ils vivent, à chaque fois ce que l'on voit, c'est un président qui écoute et qui dit « oui, mais il faut bouger, oui, mais il faut payer, oui, mais il faut le faire ». Et quand on lui dit mais on souffre, ah non, mais il faut le faire. Sur les retraités, il a dit régulièrement oui, j'assume, face à face, il leur a dit il va falloir payer. Donc il est dans à la fois une double scénographie. Il veut montrer que contrairement aux autres présidents, il ne reculera pas face aux épreuves, face aux protestations et face aux gens qui voudraient éventuellement bloquer une réforme quelconque. Et à côté de cela, à chaque fois qu'il montre ça, il perd un peu aussi en capacité de pouvoir être dans un lien affectif avec les Français, ce que souvent on demande au président de la République. Et lui, il propose justement d'être dans une logique, je dirais un peu le syndrome de la posture du dentiste, quoi. C'est-à-dire, ça va faire mal, mais c'est pour votre bien. Mais ça va faire mal. Est-ce que c'est pas ça la difficulté de tous les politiques ? Oui. Soit on la joue démagogique. Sauf que le choix qui a été fait jusqu'à présent, c'était de la jouer plutôt démagogique. Voilà. C'est-à-dire, combien de présidents a-t-on vu ? On dit oui, donnez-moi votre adresse. Voilà, c'est ça. Problème. Là, pas du tout. Il dit il va falloir payer. Mais ça, est-ce que ça manque pas justement, Thierry Amouroux, c'est la question un peu d'empathie aujourd'hui. Je sais que ça suffit pas. Bah oui, mais l'empathie à la fin, ça donne pas des personnels supplémentaires. Hein. Ah mais clairement, les moyens cette année à l'hôpital vont encore diminuer. Moi, je suis à l'assistance publique des hôpitaux de Paris jusqu'à présent. Enfin, du moins, ils vont pas diminuer, mais pour vous, ils sont pas à la hauteur des besoins. Disons plutôt ça. Qui augmente. Non, mais lorsque vos dépenses augmentent de 4% et que vos recettes augmentent de 2%, vous devez faire 2% d'économie. C'est-à-dire, par exemple, sur l'échelle de l'AP-HP, les hôpitaux de Paris, chaque année, on devait rendre 150 millions depuis plusieurs années. Là, on nous dit il y a 200 millions, donc on va supprimer 600 postes. Ce qui veut dire que la qualité des soins va être encore pire, alors que déjà on voit qu'on a atteint le point de rupture et qu'il y a des gens qui meurent. C'est pas des choix économiques, le statut de ceci ou le statut de cela. C'est que derrière ces décisions, il y a des gens qui meurent. Est-ce qu'il n'y a pas des réorganisations à faire ? Est-ce qu'on ne peut pas aussi poser la question d'un système qui n'est peut-être plus en phase avec les nouvelles techniques que vous évoquiez à l'instant ? L'hôpital évolue. Il y a toujours des moyens de faire des économies. Mais là, on est dans des logiques comptables, c'est-à-dire que vous augmentez votre activité, c'est pas grave, on diminue quand même les moyens. Vous savez très bien que l'objectif des dépenses d'assurance maladie, c'est une enveloppe fermée. Donc, si vous faites plus d'activités, le coût de l'acte diminue. Donc, au total, vous avez la même somme qui arrive, mais vos dépenses ont augmenté parce que vous avez augmenté votre activité, donc vos dépenses. Natacha Polony. Je pense que Michaël Darmon a posé le problème très justement en disant tout à l'heure que le fond de la pensée d'Emmanuel Macron, c'est il faut bouger. Il faut bouger, sous-entendu, il faut aussi se bouger. Sous-entendu, vous êtes trop immobile. Et en fait, cette politique consiste, et elle peut parfaitement se comprendre, en effet, il faut de la dynamique, il ne faut pas laisser des sujets s'enquister. Mais elle repose sur l'idée que les individus sont responsables de ce qui leur arrive et qu'ils doivent être dynamiques pour essayer d'évoluer. Et donc, ce n'est pas vraiment qu'elle manque d'empathie, c'est qu'elle manque de conscience qu'il y a des individus pour qui il est facile
de bouger. Et il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile. Et ça se résume parfaitement par le fameux épisode de la souterraine où il explique, mais après tout, ceux qui foutent le bordel, ils peuvent aller trouver du travail ailleurs. Non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'être mobiles. Et bien, ce qui est vrai physiquement, avec une histoire de temps de trajet, c'est vrai aussi dans l'ensemble des modalités psychologiques qui font qu'on peut changer de métier, qu'on peut aller chercher autre chose. Il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité-là ou pas cette facilité. Michael. Oui, et l'interview d'aujourd'hui, elle vient exactement pour cela. Il y a depuis quelques semaines, on me dit à l'Élysée qu'il y a une prise de conscience, en regardant les études très précisément, de décrochage lié justement aux derniers de cordée, pas les premiers, à toute cette population. Donc, classe populaire. C'est pas forcément populaire. C'est comme ça que les présentent les sondages. C'est bien ça la différence. C'est qu'il y a des gens qui fond, apparemment n'auraient pas de problème, mais qui en ont quand même. C'est au fond cette France dite périphérique qui a été tellement mise en avant par tous les sociologues et beaucoup d'études, qui aujourd'hui se rappelle en permanence effectivement à Macron et à la politique du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il doit tenter également de faire, c'est de montrer qu'il est dans cette capacité-là. Mais c'est vrai, et je pense que quelque part, ça sera peut-être un problème permanent avec lui et les Français. Et sa philosophie personnelle, c'est de dire, c'est l'individu qui fait bouger. Je suis là pour que les individus reprennent la maîtrise de leur destin. Oui. C'est ce qu'il dit. Et Pauline Léniaud, ça vous parle, ça, quand vous entendez le président de la République dire il faut bouger Bien sûr, moi, en tant qu'entrepreneur, en fait, mon métier, c'est de partir d'une idée et d'essayer de créer à partir de rien. Et d'ailleurs, quand on a créé l'entreprise, on n'avait absolument pas de moyens et on s'est dit, en fait, on va se fixer des objectifs, d'essayer de créer à partir de rien. Justement, ça peut être un objectif. Et ça peut faire qu'on fait des petits miracles aussi. Et en fait, pour revenir sur le point de l'hôpital, sincèrement, je ne me permettrai pas de dire des choses que je ne connais pas, mais moi, je le vois dans mon métier où on travaille avec des usines de joaillerie et en fait, on a eu des gains de productivité et de coûts énormes. On arrive à fabriquer entièrement en France alors que ce n'est pas le cas de la plupart des joailliers parce qu'on a réussi à digitaliser, parce qu'on a réussi à informatiser, parce qu'on a réussi à utiliser par exemple l'impression 3D. Donc je pense qu'il y a quand même des choses à faire au niveau des technologies, au niveau de l'innovation pour réussir à réduire les coûts et pour ensuite améliorer les choses. Natacha, je vous donne la parole dans un instant. Juste, on va retrouver Marie Chantré devant l'école, si vous voulez bien. L'une de nos envoyées spéciales, Marie, devant cette école, le cadre, le décor, si je puis dire, de cet entretien exceptionnel qu'on attend tous dans un peu plus d'une heure maintenant. Un cadre inédit et le président de la République ne devrait plus tarder à arriver. Et donc s'organise cet accueil républicain. C'est un petit événement, un gros événement même pour cette commune, pour le directeur de l'école que nous avons interviewé ce matin sur l'antenne de LCI. Tout est préparé et il faut le savoir et il faut l'avoir en tête. Cette école, elle reste ouverte aujourd'hui. Donc il y a des questions de logistique. Il y a que seulement quelques minutes. Ce sont les tout petits, la partie de la maternelle qui est partie déjeuner à la cantine. Un peu plus tard, ce seront les plus grands qui iront déjeuner car l'école, je vous le disais, reste ouverte. Un peu d'excitation au moment notamment de l'arrivée. Ce matin, les parents n'ont pas pu les accompagner dans la cour comme c'est le cas quotidiennement pour des raisons évidentes de sécurité. Les cartables ont été déminés, les chiens étaient là, forcément, ça interroge, forcément, il y a de la curiosité, mais beaucoup d'excitation aussi. Aujourd'hui, tous les enfants iront à la cantine, pas de possibilité de rentrer chez soi, là encore pour des raisons de sécurité. On attend le président de la République. Il faut savoir qu'une partie de Berduy, la circulation a été coupée, là aussi pour des raisons de sécurité, et que plusieurs dizaines d'habitants attendent le chef de l'État pour le saluer. Éventuellement, un bain de foule sera organisé au dernier moment, avant évidemment de rentrer dans cette salle de classe, studio télévisé d'un jour, classe de CE2. Tout est prêt, le papier bulle doit juste être retiré des fauteuils. Et c'est parti pour une heure d'interview et de grand entretien par Jean-Pierre Pernaut. Et on guette l'arrivée, évidemment, d'Emmanuel Macron avec vous, Marie Chantré. Reprenons nos échanges sur ce plateau. Natacha Polony. Oui, un petit point. Vous disiez que vous étiez entrepreneur et que donc vous étiez tourné vers l'innovation. C'est vrai. Mais quand on fait le choix d'un métier qui est un métier de service, où on se met au service des gens, on n'a pas forcément la qualité qui est celle de l'innovation et de la recherche. On a d'autres formes de qualité. Mais on peut, Roselyne, on peut mêler les deux. Mais il y a aussi des gens qui font don d'eux-mêmes et il faut que la société sache aussi valoriser ce qu'ils sont. Et deuxième point qui nous ramène au choix de Berduy et de l'Orne. Pour comprendre ce qui s'est passé, la fracture qui ne date pas d'Emmanuel Macron, entre une grande part du peuple et le système économique et politique tel qu'il existe aujourd'hui. Ce qu'Emmanuel Macron va essayer de réparer par la grâce d'une interview. La préfecture de l'Orne, c'est Alençon. Eh bien, en 2002, Alençon avait ému tous les journalistes parce qu'à Alençon, on avait beaucoup voté Front National. Et aujourd'hui, on nous explique que Berduy, oui, va voter 30% Marine Le Pen au premier tour, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, c'est pour ça qu'on y va. Eh bien,
Alençon, tout le monde était là en train de dire mais quand même, il n'y a pas d'immigrés et ces gens-là votent pour Jean-Marie Le Pen, quel scandale. Un an avant, en 2001, les usines Moulinex d'Alençon avaient fermé dans la douleur. Et personne n'était capable, à l'époque, de corréler la fermeture de ces usines et un vote protestataire pour dire on n'en peut plus de ce système qui nous écrase. Alors, on est quand même 16 ans après. On peut peut-être espérer qu'il y a une légère prise de conscience. Oui, mais quand on regarde le paysage politique de l'Orne, il est quand même aussi très contrasté avec globalement un conseil départemental hyper rural où la droite est absolument dominante. Les grandes villes qui sont encore détenues par je vais jusqu'au bout, qui sont encore détenues par le socialiste. Et finalement, ce qui est très intéressant dans le paysage politique de l'Orne, c'est qu'on est en plein dans le vieux monde. Il n'y a pas un député de La République En Marche, il y a un député socialiste et 2 députés LR, pour montrer aussi peut-être à Macron que la vieille politique, elle est encore là et bien là dans certains secteurs. Il le sait. Oui. Le nouveau monde pour Macron, il a le droit d'utiliser le vieux monde. Exactement. C'est exactement ce qu'il fait. Il le fait régulièrement. Simplement, comme il est le seul à devoir le faire et pouvoir le faire, ça paraît comme étant nouveau. Mais on le voit très régulièrement. On attend des réponses également d'Emmanuel Macron sur des conflits en cours à la SNCF, à l'université, ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Jean-Pierre Pernaut a passé d'une heure. Peut-être pas. Pauline Léniaud, ça vous parle, la fermeté du président de la République? C'est quelque chose que vous appréciez ou au contraire vous aimeriez que parfois il lâche un peu du lest? Non, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui souffrent, c'est par exemple mes employés qui habitent en banlieue parisienne et qui doivent faire tout un branle-bas de combat pour réussir à venir au travail le matin. Donc, en fait, moi, ce que je trouve assez triste et déplorable dans cette histoire, c'est que, en fait, au final, les personnes qui souffrent réellement de la grève actuelle, ce sont des personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'aller prendre un taxi, d'avoir des voitures, etc. Et donc, je trouve ça assez terrible. Je pense que néanmoins, il ne faut pas lâcher parce que malgré tout, c'est des choses qui sont en cours depuis 1995 au moins. Et donc, je suis assez favorable, je dois dire, au fait que ça évolue un petit peu. Après, il y a peut-être manière et manière de faire, mais en l'occurrence, je pense que aujourd'hui, les Français, sont assez prêts à passer à l'étape d'après. Vous faites partie de ces Français qui sont prêts à passer à l'étape d'après, Thierry Amouroux, et qui appréciaient la fermeté peut-être du gouvernement, pour l'instant en tout cas, sur certains de ces sujets? Pas du tout. Nous, on est vraiment en attente de répondre aux besoins de la population et, dans mon secteur, aux besoins de santé. Or, là, on voit bien qu'on ne fait plus face. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 lits qui ont été fermés depuis 10 ans, plein de petits hôpitaux, plein de petites maternités, plein de petits services d'urgence. Et aujourd'hui, on a un engorgement et on voit bien qu'on n'arrive plus à répondre aux besoins de santé de la population. Donc, nous, l'hôpital, il bouge. Oui, mais Emmanuel Macron, il n'arrive pas avec une baguette magique. Il est là depuis quelques mois. Vous parlez de problèmes de fond qui sont là depuis bien longtemps. Il faut peut-être lui laisser un peu de temps. Vous ne lui donnez pas le crédit du temps, Emmanuel Macron? Nous, ce que l'on constate à notre petit niveau de soignants, c'est qu'il y a des milliards qui ont été donnés d'un côté et que nous, le moindre million est compté. Et donc, il y a eu quand même 200 millions de moins sur les EHPAD. Vu le mouvement sur les EHPAD, il y a eu 50 millions qui ont été rajoutés, mais 200 moins 50, ça fait encore moins 150. Nous repartons à Berduy, il y a de l'attente. Il y a aussi un petit peu de contestation. Alison Tassin, vous pouvez en témoigner? Il n'y a pas 200 mois, ils ont été distribués. Oui, tout à fait. Nous sommes à un des points de blocage parce que vous savez, Berduy a été entouré par la police et donc nous sommes à 2-3 kilomètres de ce fameux village de Berduy avec des manifestants en effet qui viennent montrer leur gronde. Alors on a ici beaucoup de représentants assez variés de cette contestation, des retraités qui sont là, des syndicats, de l'interprofessionnel mais aussi de la Poste, des télécoms, des représentants aussi du monde du pharmaceutique et également de la pharmacie, nous expliquait-on. Bref, ils sont une cinquantaine ici, c'est l'un des points de rassemblement. Je vous cache pas que ces manifestants ont eu du mal à trouver un endroit où se retrouver à cause de ces multiples points de barrage. Merci Alison Tassin, où donc il y a un petit peu de contestation. Je vous vois lever les yeux au ciel, Pauline Léniaud. Ah mais c'est normal, moi je le savais toujours. J'ai fait tous mes déplacements ministériels, ils étaient plus nombreux. Hein. Sinon, à quoi ça sert d'être président de la République ou ministre et de ne pas avoir une délégation de la CGT? Il faut quand même que les traditions se maintiennent. C'est presque vexant s'il n'y a pas. C'est presque vexant s'il n'y a pas. C'est presque la règle. En l'occurrence, ce sont à chaque fois pour Macron, je pense qu'on sont fort interdits.
l'intérieur, à chaque fois qu'il voit ce genre de rencontre, de rassemblement, il est content. Parce que c'est ce vieux monde qu'il décrit, qu'il pointe, qu'il veut changer, qui se réunit et qui organise la contestation à l'ancienne. De son point de vue, ça sert son projet. Que la démocratie est vive et que tout le monde s'exprime, et ça sert son projet. Eh bien, on va suivre ça. En tout cas, c'est l'un des événements exceptionnels ce jeudi. Je vous remercie tous d'être venus sur ce plateau. Ça continue, monter en puissance et en pression. On le sent aussi dans l'Orne, à Berduy, ce petit village d'un peu plus de 1100 habitants qui attend de pied ferme, on l'a vu, Emmanuel Macron pour avoir des réponses, parce qu'il y a beaucoup de questions et vous en avez témoigné sur ce plateau. Image ici de cette classe de CE2. Exceptionnellement, les enfants sont dans une autre classe aujourd'hui, puisque vous avez vu qu'il y a un petit dispositif de caméra qui a été mis en place pour les besoins de ce face-à-face exceptionnel à partir de 13h sur LCI TF1. Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Macron, vous n'en raterez rien. Nos envoyés spéciaux sont sur le terrain. Nous sommes prêts à vivre ça. Voici les toutes dernières images de cette école et des enfants qui sont arrivés ce matin. Ça doit être l'heure de la cantine, là, à peu près, quelque chose. Ouais, on a faim, nous aussi. Là. On a faim. Allez, à tout de suite. Merci d'être venu.